Il n'en reste plus que ses os calcinés. C'est un vrai méchant. J'ai pris une balle et elle m'a arraché les abdominaux. Je dois me faire recoudre les muscles. Elle ne s'enraille jamais. Avec elle, tu peux pas rater ta cible. En plein centre-ville, deux hommes armés de fusils d'assaut sont venus nous chercher. La scène est surréaliste. Ils discutent tranquillement devant des passants à peine étonnés. Et ils tiennent à nous montrer que leurs armes ne sont pas des jouets. Ce gang est accusé d'agression, de racket sur les commerçants et de viol. Mais ce jour-là, ils préfèrent se présenter comme une simple milice de citoyens qui défend le quartier. Il y a des hommes armés qui viennent semer la violence dans le quartier. C'est pour ça que nous portons des armes, pour protéger le business et les habitants d'ici. En 2 ans à Bel Air, ils ont tué 77 personnes et brûlé une centaine de maisons. C'est ici qu'a eu lieu leur dernière grande attaque, il y a quelques semaines. 15 morts, dont une vieille dame de 86 ans. Sa maison a été incendiée. Elle habitait ici. Des membres du gang lui ont cassé les 2 bras et l'ont jetée du 1er étage. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait des brûlures partout et de nombreuses fractures. Le même jour, une autre maison a pris feu. Tout a été calciné là. Oui, tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Monsieur Franck avait 81 ans. Franck est mort ici. Il était paralysé. C'est là que Franck a été calciné. En partie. Il n'en reste plus que ses os calcinés. Le surnom de Jimmy Cherizier alias Barbecue prend tout son sens. Quand vous entendez le nom de Barbecue, vous pensez que c'est du cinéma, mais c'est un vrai méchant. La spécialité de Barbecue, faire brûler des maisons, avec leurs occupants bien sûr. Le nouvel homme fort de Port-au-Prince est à la tête du G9, une sorte de fédération de 9 gangs qui contrôle une bonne partie des quartiers de la ville. Mais Jimmy Cherizier n'a pas toujours été un bandit. En 2018, il était encore policier. Il n'y a qu'en Haïti que l'on peut passer aussi vite de flic à chef de bande. Il est officiellement recherché par les autorités pour plusieurs massacres, dont un qui a fait 71 morts en 2018. Après une dizaine de jours de négociations, nous avons obtenu une rencontre avec lui. Son fief, le quartier populaire de Delmas. Jimmy Cherizier alias Barbecue, le voici, coincé entre ces 2 gardes du corps. Sans sa protection, nous n'aurions même pas pu filmer dans le quartier sans nous faire dévaliser. Nous découvrons un homme en t-shirt bariolé et bermuda, plutôt affable, et qui nous explique les origines de son surnom. Quand j'étais enfant dans mon quartier, il y avait plusieurs Jimmy. Mais ma mère vendait du poulet grillé. Alors on m'a surnommé Barbecue, pour me différencier des autres Jimmy. Voilà pour la belle histoire. Il y a encore quelques semaines, Barbecue, ici avec la veste en jean, n'hésitait pas à parader en plein jour dans la capitale avec ses partisans armés. Il a accepté de nous rencontrer à une condition, que nous ne filmions pas les hommes en armes qui le protègent en permanence.
Par contre, il veut absolument nous présenter son chaton. C'est le vôtre? C'est à moi. Car aujourd'hui, Jimmy Cerisier veut donner l'image d'un homme respectable. Je voudrais que le monde entier sache que moi, Jimmy Cerisier, qu'on appelle Barbecue, je n'ai jamais volé. Pas même une fois dans ma vie. Je n'ai jamais kidnappé qui que ce soit. Jamais. Vous n'avez jamais tué personne? Laisse-moi porter une précision pour vous. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose? Je ne dis pas ça. On court. C'est en courant. Allons-y. Là, on vient ici. Au milieu de la chaussée, des sacs de sable ont été montés en barricade par les habitants. Pour éviter les balles. Sortez du bar. On va ici. Ça chauffe souvent ici, tous les jours. Ce jour-là, le quartier de Bel Air ne va pas faire mentir sa réputation. Un climat de guerre civile, où claquent même sporadiquement des détonations. La loi des gangs régit la vie des Cape Flats. Avec 2400 meurtres par an, la ville affiche une moyenne sidérante de 7 homicides par jour. Alertés par des cris, Randall et ses coéquipiers s'enfoncent dans ce coupe-gorge. Ferme-la, le chien! La maison de cette vieille dame est squattée par les membres d'un gang. Ils viennent se droguer dans ma maison! Qu'ils dégagent! Foutez le camp de chez moi! Ils utilisent les maisons pour fumer du crack, cacher de la drogue ou des armes. Les gens n'osent rien dire parce que ce sont des membres de gangs. Tout le monde a peur d'eux, vous savez. Et pour cause, ces hommes n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. La plupart de leurs membres en portent les stigmates. J'ai pris une balle et elle m'a arraché les abdominaux. Je dois me faire recoudre les muscles. Qui t'a tiré dessus? Les Américaines. Les Américaines, c'est le gang rival. Lui fait partie des Hard Living. Il l'a d'ailleurs inscrit dans sa chair. C'est un hard living. Vous pouvez le reconnaître aussi à ça. C'est l'emblème qu'ils utilisent, le drapeau britannique. Et à la vie, à la mort, avec les hard living. Jusqu'à sa mort, il sera un hard living. C'est impossible de quitter le gang. C'est jusqu'à la mort. Attaqué en plein jour devant son portail, cette sexagénaire a bien failli mourir. Au moment où je fermais, un homme est arrivé de ce côté, avec un couteau en l'air. Je me suis tournée pour voir ce que c'était. Et là, deux autres hommes sont venus de ce côté. Ils m'ont poussé. Et vous voyez mon sang là? Ces taches? Traînée par les cheveux à l'intérieur de la propriété, elle est ensuite battue et insultée. Nikki comprend qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau.
Et il disait quelque chose? Oui, il m'insultait. Quel genre? Leurs mots? Espèce de sale blanche. Le scénario classique d'une attaque de ferme. Ils m'ont traîné tout le long du couloir, en me tirant par les cheveux. Ils m'ont monté à l'étage. Ils savaient où ils voulaient m'emmener. Elle se retrouve dans la pièce du coffre-fort, assise sur cette chaise, encore maculée de son sang. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Tu vas voir ». Il a pris la pointe de son couteau et il a commencé à me couper de la chair. Puis il a enfoncé son couteau dans mes mains et il a mis la pointe de la lame dans mon crâne. Nikki refuse pourtant de donner la clé du coffre. Leur perversion n'a plus aucune limite. Il m'a dit « Maintenant, je vais te montrer ce que je vais te faire pour te faire parler ». Il est venu vers moi. J'étais toujours assise. Et il a pris la perceuse. Et il a percé là. Et là. Je n'avais pas mes chaussures. Je les avais perdues. Donc il a transpercé vos pieds avec la perceuse. À travers chaque pied. Après 6 heures de torture, il décide de l'achever. Tu ferais mieux de prier ton Dieu. Parce que ce sera ta dernière prière sur terre. Ils m'ont mis un sac plastique et ils ont serré. J'ai senti ma tête partir en arrière et je me suis dit, mon Dieu, faites que ça se finisse vite. Laissée pour morte, elle survit miraculeusement, retrouvée par un ami sur ce fauteuil. Le butin des criminels est dérisoire. 3 téléphones portables. Quelques jours plus tôt, c'est un couple de voisins qui a été égorgé. Au nord du pays, dans ce quartier populaire, cet homme vient de perdre son fils. Pour éviter que la famille ne se venge, les tueurs ont menacé de mort les frères de la victime, José et Alexander, ainsi que leur beau-frère et un ami proche. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Les tueurs nous ont laissé 24 heures pour quitter le pays. Ils leur ont dit de partir, sinon... Nous vivons une telle violence dans ce pays. Ici, la vie ne vaut rien. Dans quelques heures, les 4 jeunes prendront la route. Ils vont tenter d'entrer clandestinement aux États-Unis, sans espoir de retour. Car le gang qui les menace, c'est la Mara Salvatrucha, l'une des pires organisations criminelles de la planète. Même s'il est difficile pour la police de les arrêter, les Maras ont un point faible. Leur tatouage. Ils marquent l'appartenance à un camp ou à un autre. Du coup, à chaque contrôle, les policiers inspectent chaque centimètre de peau. De l'autre côté. Soulève ton t-shirt. Il y a un autre tatouage là. Et là, il y a un autre tatouage sur le bras. En soi, ce n'est pas interdit d'avoir des tatouages. Tout le monde peut porter des tatouages s'il en a envie. Mais pour nous, ça suffit pour représenter un soupçon d'appartenance à une Mara. La loi leur permet de placer en garde à vue quiconque porte des tatouages pouvant faire référence au gang. Baisse ton pantalon. Ce jeune de 16 ans porte des étoiles.
Certaines bandes les utilisent comme des galons, acquis après des faits d'armes. Ce sont des tatouages de gang. Tout le monde nous l'a déconseillé. La police nous a mis en garde, mais nous allons quand même tenter de rencontrer ces fameuses maras. Ces gangs sont nés dans le ghetto de Los Angeles dans les années 80. De jeunes immigrés latinos fondent des bandes de délinquants. Ils prennent le nom de Mara, en référence aux marabunta, les hordes de fourmis qui dévorent tout sur leur passage. La Mara contrôlant la 18e rue se baptise alors Mara 18, tandis qu'une autre, fondée par des Salvadoriens, se fait appeler Salvatrucha ou MS-13, car le M est la 13e lettre de l'alphabet. Leurs tatouages servent de carte d'identité, de grade, et permettent d'impressionner l'ennemi. En une trentaine d'années, les maras se sont étendus à toute l'Amérique centrale, et même en Amérique du Nord. Au départ, nous avons cru qu'il serait impossible de les rencontrer. Les seules fois où nous pouvions approcher ces gangs, c'était lors de leur transfert de la prison au tribunal. Comme ici ces jeunes qui, avec ces gestes, revendiquent fièrement leur appartenance à la Mara 18. Puis, après plusieurs semaines d'enquête, de rencontres sans résultat, un contact finit par nous donner rendez-vous au nord du pays, à San Pedro Sula. Cette ville possède un triste record, la plus grande concentration de gangs au Honduras. Notre intermédiaire est un journaliste local. Sans lui, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Il a convaincu le chef de gang, car il a grandi avec lui. Nous avons ordre de suivre ce véhicule bleu. Après avoir traversé une partie de la ville, la voiture stoppe. Et un des lieutenants du groupe monte à bord. Sans cette escorte, impossible d'entrer sur leur territoire. Mais le journaliste nous explique que même escorté, notre sécurité n'est pas garantie. Ce jour-là, plusieurs bandes sont sur le pied de guerre. Tout à l'heure, un gars de la Mara 18 s'est fait buter par ici. Donc c'est tendu dans le quartier. Notre seule sécurité, maintenant, c'est Dieu. Même la police ne se risque pas dans ces dédales de ruelles. Voici le fief du gang de la Rampla, la bande en espagnol, les ennemis jurés des maras. 24 heures sur 24, des guetteurs surveillent la zone. Le lieutenant qui nous a escortés, surnommé El Flaco, le maigre, garde lui aussi l'œil ouvert. Nous pourrions avoir été suivis. Ici, tout est sous contrôle. Il n'y a pas un fils de qui rentre dans notre secteur. Ouais, ils savent bien ce qui les attend. Celui qui rentre, il ne ressort pas vivant. Et pour tenir les maras à distance de leur QG, El Flaco a quelques très bons arguments. Ses outils de travail. Allez les gars, venez. Ça, c'est une arme semi-automatique. Elle ne s'enraye jamais. Avec elle, tu peux pas rater ta cible. Elle tire 35 balles avec une seule pression sur la gâchette. Ça, c'est un petit revolver. Ce fils de est vide. Mais cette arme est pas mal pour jouer à la roulette russe, pour faire parler quelqu'un. Celui-là, c'est mon chouchou. Il est plaqué or. Pour plus de discrétion, la bande veut se couvrir le visage. Mais impossible de mettre la main sur leur cagoule. Les passe-montagnes sont partis en mission, mon pote. J'y crois pas. Si, ils sont en train de bosser. En mission, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer. Les passe-montagnes sont là-bas.
La bande d'El Flaco compte une 60aine de membres. Et ils se targuent d'être plus humains que les Maras. Nous, on n'est pas une Mara, mais notre bande se consacre à défendre notre quartier contre les Maras. Parce que eux, ils passent leur temps à racketter les habitants. Mais en fait de justiciers, ce sont d'abord des tueurs à gages. À part les Maras, n'importe qui peut les engager. Et ils ont une grille de tarifs très précise. Pour tuer un avocat, c'est de 12 500 à 17 000 euros. Et pour une journaliste comme toi, c'est 19 000 euros. 77 fois le salaire moyen pour un avocat et presque 100 fois pour un journaliste. Mais pour décrocher le gros lot, il faut taper encore plus haut. Si tu veux tuer un politique, c'est très cher. Disons en moyenne 85 000 euros. Et pour tuer un grand patron, c'est autour d'1 million, 1,5 million. Ont-ils déjà gagné autant d'argent? Vu l'état de leur QG, il est permis d'en douter. Ces deux-là faisaient partie de la Mara 18, l'une des plus puissantes avec la Mara Salvatrucha. Cet homme, que nous appellerons Manolo, serait l'un des fondateurs de la MS-13, la fameuse Mara Salvatrucha. Il s'exprime pour la première fois devant une caméra. À 36 ans, il dit s'être retiré du business. Mais les traces de son appartenance au gang sont toujours là. J'ai le 13 de la Mara. Ça, c'est la vida loca. Vivre, mourir ou tuer. Les 3 points de la vie folle. L'alarme, c'est un symbole puissant. Ça veut dire pleurer, rire, tuer, assassiner. Tu ne peux pas te faire tatouer ça juste pour avoir l'air méchant. Non, c'est pas comme ça. Cette larme est comme un grade pour les meurtriers de la Mara. Celui qui la porte a tué des dizaines de personnes. Quant aux toiles d'araignée, c'est un symbole de pouvoir. Manolo aurait fondé l'antenne hondurienne de la Mara Salvatrucha en 1994, alors qu'il n'avait que 14 ans. À l'époque, il n'y avait que de petites bandes. Un jour, un gars arrive de Los Angeles en Californie. Ce jeune faisait partie de la Mara Salvatrucha. Là-bas, il commandait un quartier pour leur compte. Il s'est fait expulser des États-Unis. C'était un vrai dur, complètement tatoué. Il regarde ma bande et il demande « C'est qui le chef ici ?» Et tout le monde répond « C'est lui, c'est lui !» C'était moi. La Salvatrucha lui confie alors une mission. Trouver des hommes pour lancer la Mara au Honduras. Avec ma bande, on s'est mis à recruter plein de jeunes. Des gamins de 7 ans, 9 ans, 10 ans. Et très vite, on était une 50aine de membres. Et on a commencé à faire la guerre aux autres bandes pour contrôler le quartier. Et puis on s'est battu pour agrandir notre territoire. On faisait le mal. On assassinait, on braquait et on volait la drogue aux autres bandes. Une fois entrés dans la Mara, la seule façon d'en sortir est la mort. Et c'est par la terreur absolue que les mareros ont imposé leur loi en quelques années. Si dans le quartier il y a un meurtre commis par des mecs de la Mara et qu'un témoin les balance, la Mara va le savoir car elle sait tout. Les mareros vont emmener le traître dans une maison abandonnée. Ils vont le tuer, le découper et le mettre dans un sac. Ces maisons, les Maras les appellent les Casa Loca, soit maisons folles. Des bâtiments abandonnés ou dont les gangs ont expulsé les habitants pour en faire des salles de torture et d'exécution.
Rivaux, traîtres, mauvais payeurs, tous ceux qui s'opposent à eux terminent ici. Cette sauvagerie était déjà courante du temps de Manolo. L'homme se vante même d'avoir pratiqué le cannibalisme. On les découpait en morceaux. Et puis après, on faisait frire leur cœur pour les manger. On dispersait les bouts de corps à chaque coin de rue pour montrer aux gens qui faisait la loi dans le quartier. Au bord de cette route, 2 sacs viennent d'être retrouvés. D'après nos informations, il y a 2 inconnus à bord d'une voiture qui auraient déposé 2 cadavres. 2 cadavres, apparemment, une femme et un homme. En tout, on a découvert 5 cadavres en ce début de soirée. 5 morts. Voici le bilan. 5 morts, car 3 autres cadavres gisent à 500 mètres de là. Plusieurs tueurs avec des armes automatiques ont débarqué un peu plus tôt pour exécuter un infirmier et 2 jeunes. La dernière fouille date d'à peine 2 mois. Pourtant, les militaires ont trouvé une centaine d'armes blanches, des téléphones, mais aussi à peine dissimulés dans ce sac, plus de 2000 doses de cannabis prêtes à être vendues. Ainsi que 250 bouteilles d'alcool de pharmacie qu'ils transforment en torboyaux. Il y a même de l'héroïne et d'autres drogues dures. C'est comme de la méthamphétamine. Mais la grosse prise du jour, ce ne sont pas les stupéfiants, ni les machettes. On a trouvé des armes à feu. Celui-là, mettez-le ici. 6 armes à feu et leurs munitions. Depuis 1 an, les militaires, réputés moins corruptibles que la police, ont remplacé les civils à la tête des prisons. Petit à petit, ils renforcent la sécurité. Sont-ils vraiment plus efficaces? Le doute est permis. 3 jours après cette fouille, 3 détenus se sont entretués à coups de machette. Mais alors, tout le pays est-il condamné à sombrer dans la violence? L'arme est redoutable. Les boules de feu sortent à toute vitesse et elles frappent fort. Presque aussi fort que les flashballs de la police. Les brûlures en plus. Les bandes se battent entre elles, mais aussi contre les forces de l'ordre. Elles n'hésitent pas à attaquer des commissariats comme sur ces images. Alors tirer dans une rame de RER, avec un calibre plus petit, ne leur fait pas vraiment peur. D'ailleurs, ils se filment comme dans un jeu. Aujourd'hui, dans les quartiers, dans les cités et même dans Paris, des bandes d'adolescents mènent des raids éclairs d'une violence inouïe. Ils sont des dizaines à s'affronter dans des batailles rangées, dont certaines virent au lynchage. Si ça continue comme ça, il y en a un qui va mourir. Des descentes dans des quartiers ennemis en pleine journée, comme ici la semaine dernière près de Paris. Un phénomène en pleine explosion et qui fait des victimes. En quelques jours, 4 adolescents ont été tués en Île-de-France. Il n'y a plus de limite là. À partir du moment qu'il y a un mort, ça y est. Là, ça a dépassé un autre stade. Là. À Massy, à Épinay-sous-Sénart, les membres de ces bandes sont en guerre contre les quartiers voisins. Moi, les ennemis, ils habitent là-bas. Ils défendent leur territoire pour l'honneur
Ici, les petits vont se battre aussi. C'est malheureux. Question de fierté, tout simplement. On voit, on compte bien, c'est qu'ils se souviennent. Les causes de ces rixes sont multiples. Pauvreté, difficultés familiales, sans oublier la Covid et le confinement. La plupart des salles de sport sont fermées. La violence va monter de plus en plus parce que c'est des cocottes minutes. Désormais, les conflits démarrent et s'entretiennent sur les réseaux sociaux. Les bandes se cherchent, se chambrent sur Snapchat ou Instagram. Je les mets sur les réseaux juste pour humilier. Pour démolir l'adversaire, les jeunes parviennent facilement à se procurer toutes sortes d'armes. Des mortiers de feu d'artifice, donne-moi ça, mon frère. Mais aussi des armes à feu qu'il est possible d'acheter ou de louer à des armuriers clandestins. Au sud de Paris, l'Essonne, la ville de Massy et le quartier Émile Zola, en guerre avec celui de la Place de France. Des membres de la bande de la Place 2, comme ils se surnomment, ont accepté de nous rencontrer. Karim, Étienne et Tanguy sont âgés de seulement 14, 15 et 16 ans. Leur quotidien est loin d'être léger. Ils sont même en alerte permanente, prêts à se battre en cas d'attaque surprise. S'ils nous voient, ils vont pas hésiter à nous taper. Donc nous aussi, on va faire la même chose. C'est œil pour œil, dent pour dent. Cette haine du quartier Émile Zola dépasse largement les limites de la cité. Et comme on est en temps de guerre, généralement, on est tous les jours équipés. Tu vas au lycée, tu as une extingue. Sûr. Une matraque ou quelque chose, un couteau. On ne sait jamais. Toujours se protéger. Généralement, c'est à la sortie de l'école. Sortie des lycées. Tu t'attends en bas de ton lycée, du coup, toi, tu appelles tes potes. Tous tes potes, ils arrivent. Ça fait une bagarre générale et voilà. La plupart du temps, les provocations entre quartiers commencent sur les réseaux sociaux. Sur ces images, les jeunes de la Place de France provoquent Émile Zola en agitant leurs armes, des béquilles et des bâtons. Forcément, ça attise les tensions avec le clan adverse. Parfois, ils en restent là, et parfois, tout dérape. Comme dans cette vidéo, tournée dans les rues de Paris. Ils se frappent à coups de poteaux de signalisation. Eh oui, contrairement au film de la guerre des boutons, ces images sont leur seul trophée. Immédiatement mises en ligne, elles font aussi mal qu'un coup de bâton. Elles ridiculisent l'adversaire. Les ados du quartier de la Place de France à Massy nous montrent une de leurs dernières descentes dans le quartier Émile Zola. On était une quarantaine. On en a frappé, on les a fracassés. On les a tapés, on les a laissés, on est partis. Maintenant, ils ont couru, ils se sont enfermés dans des halls, ils sont allés chez des darons, ils sont partis se cacher. En fin de compte, on se dit qu'on a fait ce qu'on devait faire. On est allé, on devait les taper, on les a tapés. On rentre chez nous, on est content. Si ça continue comme ça, il y en a un, il va mourir. De là-bas? N'importe où, encore. Ça, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous n'avez pas tué? Non. Ça, vous seriez prêt à le faire? Tuer? Moi, je tue pas, moi. Je sais pas, moi, je les cogne. Je les cogne, il faut qu'ils se souviennent. Et tuer, ça sert à quoi? On va dans l'enfer après. On va dans l'enfer, ça sert à rien. Nous, on cogne bien, histoire qu'ils se souviennent. Il va avoir mal quelque part pendant toute sa vie, il va se dire, ah, ça c'est lui. Alors pourquoi toute cette violence? Eh bien, le plus fou, aucun des adolescents ne connaît la jeunesse de cette guerre contre Émile Zola. C'est comme ça, on a grandi dans cet environnement-là. On a grandi, on voyait nos grands frères qui allaient se battre avec eux. Forcément, nous, on s'est dit, si nos grands frères allaient se battre avec eux, bah, nous, quand on va grandir, ce sera notre tour. Bah, forcément, le quartier, c'est nous. Si on se défend pas, nous qui va nous défendre. Mais défendre quoi, au juste? Ces ados ne le savent pas. Enfin, si. Ils se défendent d'une autre bande, qui elle-même se défend d'eux, ou bien est-ce le contraire? Aujourd'hui, les bandes se structurent, s'organisent pour mieux surprendre leurs adversaires. Notamment
en utilisant de nouvelles armes, au mépris du danger. Comme ce jour-là en plein Paris. Ils s'affrontent à coups de mortier d'artifice. Des armes peu précises, mais extrêmement dangereuses. Ces boules de feu sont assez puissantes pour emporter un œil. Nous avons voulu savoir s'il était facile de s'en procurer. Pour cela, nous nous sommes équipés d'une caméra discrète et nous avons pris la direction des vendeurs de feux d'artifice. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le mortier là? Non, pas. Vous n'avez pas? Merci. Hein. Ils refusent de nous en fournir, car depuis quelques mois, leur vente est réglementée pour mettre fin à ces batailles ahurissantes qui parfois se passent au milieu des enfants. Voilà. Dans le parc. Dans le parc. Non mais sérieusement quoi. Il faut que les enfants... Seuls les artificiers ont le droit d'acheter des mortiers. Mais alors, comment font les ados pour s'en procurer? Eh bien, c'est justement un jeune de 14 ans, croisé par hasard, qui nous donne le tuyau. Je cherche, tu vois, les mortiers. Tu vois ce que c'est, les mortiers? Ouais. Les gros pétards, là. Ouais. Je cherche à en acheter, c'est une galère, j'en trouve pas. Même plus, c'est que sur... Et sur t'as mis un? Ouais, attends, Et la surprise. Sur certaines applications, nous découvrons que des dizaines de receleurs proposent des mortiers. À grand renfort de publicité. Et il y a même une démo. Nous décidons de passer commande. On peut dire qu'ils ont le sens du business. Le tarif est dégressif. Pour 5 mortiers achetés, le prix passe de 15 à 12 € pièce. Rendez-vous est pris avec l'un des vendeurs le soir même, quelque part au nord de Paris. C'est pour les mortiers. À notre grand étonnement, le grossiste est un adolescent de 14 ans, accompagné d'un adulte. Il y en a combien? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez des trucs un peu plus puissants ou pas? C'est ça le plus puissant. C'est ça? Il y a moins puissant, c'est 8 coups. Non, non, moi je veux plus puissant. Ça fait combien les frères? 60. Allez, donne-moi ça mon frère. Avec ces 5 mortiers, nous pourrions tirer au total 25 boules de feu. Mais aujourd'hui, la violence entre ados est encore montée d'un cran. Les mortiers ne suffisent plus à impressionner. À Massy, la guerre entre le quartier de la Place de France et celui d'Émile Zola a pris une tournure dramatique. Il y a 6 mois, un jeune de la bande de la Place de France a été abattu. Ça s'est passé à l'angle de la rue. À l'angle. C'est juste là, 200 mètres. Et d'un coup, on entend quoi? 3 coups de feu, 3 détonations, 3 grosses détonations. J'ai entendu boum, boum, ça a rechargé, boum. C'est le bout de fusil à pompe, ça. On est parti en courant là-bas, on a vu des jeunes voisins, des darons. On a dit, ah, il y a une personne à terre. Et on a vu que c'est notre ami, quoi. Ils l'ont tiré dessus, puis ils l'ont couru après, ils l'ont tiré à bout portant, et ils l'ont fini par terre à coup de couteau. Il n'y a plus de limites, là. Avant, il y avait des limites, on respectait un petit peu, ça se battait, c'était dessus, mais à partir du moment qu'il y a un mort, ça y est. Là, limites. Ça a dépassé un autre stade, là, en fait. Nos limites. Ce n'est plus un cas rare ou marginal. Les armes circulent bien dans les cités. Et nous allons vite le voir. Nous retrouvons les adolescents de la bande de la Place de France. Et voici une de leurs démonstrations de force. Qu'est-ce que c'est, mon frère? Il y a tout, dans notre génération, on a tout. Des armes à feu, on a des armes de poing, 6,35, 9 mm, pompe, chevrotine. Vous croyez que ces jeunes de 14, 15 et 16 ans en rajoutent? Qu'ils friment? Eh bien, pas du tout. Nous ne verrons pas l'arsenal de la bande de Massy. Mais voici l'armurier d'un autre quartier. Sa démonstration est surréaliste. Il veut nous montrer que dans son quartier, il est tout puissant. Les riverains semblent habitués aux détonations.
Personne n'ouvre sa fenêtre. Personne ne vient nous voir. L'homme nous présente 2 pièces de sa collection. 6,35. Et du 22. Il dit en posséder beaucoup d'autres. Ces armes viennent d'où? C'est-à-dire? Vous les achetez comment? Vous les trouvez comment? Les zones rurales, ou chez les gens du voyage, ou avec des anciens fonctionnaires de l'État qui sont retraités. Voilà, les personnes des pays de l'Est. Plus étonnant encore, l'homme ne fait pas que vendre des armes. Il accepte aussi de les louer. Allez, on va dire location pour 2 semaines, 500 €. Les armes là, elles sont pas faites forcément pour tuer, elles sont faites pour nous défendre en cas d'attaque. Vous pouvez louer à la semaine, au mois. Si vous avez une embrouille avec un mec et vous voulez avoir une protection à côté de vous. Il y en a, ils ont le téléphone pour appeler le 17, ils ont le temps d'appeler la police. Nous, on n'a pas le temps d'appeler les fonctionnaires d'État. On se défend et ensuite ils viennent ramasser par terre. Pas plus d'émotion que ça. Selon lui, mourir jeune est une fatalité comme une autre. Un risque inscrit dans la loi des bandes. Internet est devenu le canal habituel pour lancer un défi au quartier ennemi. Sur cet échange que nous avons retrouvé, une bande du 15e arrondissement de Paris provoque avec des doigts d'honneur leur rival du 14e. Ceux-ci répliquent avec le chiffre 14, écrit avec des balles de revolver. Forcément, le 15e monte d'un ton, une photo de cocktail Molotov et cet alignement de pistolets. L'histoire ne dit pas s'ils ont fini par s'affronter, mais certains ne se relèvent jamais de cette escalade de la provoque. Aux abords de la capitale, à Épinay-sous-Sénart, le 23 février dernier, un adolescent de 14 ans est tombé lors d'une bataille rangée avec un quartier voisin. La victime, Toumani, était un ennemi de cet adolescent que nous appellerons Lassana. On se donnait un rendez-vous pour se battre. On devait se battre ce jour-là. Se frapper sans aucune autre raison qu'un appel à la bagarre générale lancé sur les réseaux sociaux. Ils ont rendez-vous au stade de foot. Chaque clan est venu avec une trentaine d'ados. Il y a eu un top et c'est parti. Sur ces images filmées par la bande de Lassana, certains sont armés de bâtons. On ne les voit pas, mais d'autres ont des couteaux. C'était des petits de 13-14 ans, ils voient de la haine dans les yeux. Je me dis toujours on peut mourir. Mais après, quand tu y vas et que tu es déjà là-bas, c'est trop tard. C'est trop tard, tu es déjà là, maintenant tu fais ce que tu as à faire. Moi, j'ai pas honte de dire que je me tape parce que je suis un mec d'Épinay. C'est ça. Hein. Moi, j'ai pas honte du tout. Ouais, nique-le! Voilà! Nique-le! Au milieu de ce chaos, personne ne remarque que Toumani est à terre, touché par un coup de couteau au thorax. À la fin, il y a un de leurs grands qui est venu nous voir, il a dit c'est qui a planté le petit? Et c'est là qu'il y a eu la fin de la bagarre. Lassana n'est pas complètement insensible à la mort de son ennemi, comme il l'appelle. Moi, jusqu'à là, ce qui s'est passé, maintenant, je me dis, ah ouais, demain, je peux pas mon ami. Ça, mais avant, je m'étais jamais dit ça. Lassana semble avoir une prise de conscience. Mais ça ne change rien. Maintenant, il attend un match retour. Soit tu es avec le quartier, soit tu es contre le quartier. Faire partie de la bande est presque obligatoire. Si t'es pas là-dedans, tu vas frapper, un jour ou l'autre, tu seras là-dedans. Voilà. C'est simple. Et comment on en sort naturellement? C'est l'effet de la vie à un moment où tu travailles. Tu sors d'ici. Tu sors du quartier, tu déménages. Tu es obligé de déménager pour t'en sortir. Sinon, tu t'en sortiras pas. Tu voudras refrapper, tu voudras retaper, toujours. C'est un cercle, non? Certaines familles n'ont effectivement pas eu le choix. Elles ont cassé ce cercle infernal en prenant la fuite. Le centre-ville de Fleury-Mérogis a été le théâtre d'un affrontement entre bandes avec un saccage en règle. Cette dame a tout filmé. Elle accepte de témoigner, mais à visage caché.
Le jour de la rixe, elle se trouve sur son balcon. Moi j'ai entendu boum boum, les enfants m'ont dit maman, ils courent partout, je me suis mis à la fenêtre. C'est extrêmement violent. Les enfants qui sont mis par la fenêtre, ils ont été choqués. Là on a une trentaine de jeunes qui sont en train d'attaquer un petit qui est tombé dans le fossé avec des barres de fer. C'était des marteaux, c'était des coups de pied, ça saute sur les autres et puis après sur les voitures ils sautent dessus, ils mettent des coups de barres de fer dans les pare-brises. C'était du n'importe quoi. Selon Stéphanie, les habitants n'ont droit qu'à deux options. Subir ou partir.